notre invité de ce soir, Didier Janicot. Je veux simplement, au préalable, exprimer mon plaisir de recevoir celui que j'ai rencontré d'abord il y a une vingtaine d'années maintenant comme directeur de l'École française de judo, que j'ai découvert et appris à connaître peu à peu et aux côtés duquel j'ai aujourd'hui l'honneur de contribuer à plusieurs projets avec toujours le judo au cœur. Merci Didier d'être là et Michel, je te laisse la parole. Dans le monde du judo, le maître mot, c'est souvent enseigner, ou plus exactement montrer, démontrer. L'acte d'enseignement en judo met toujours le savoir sur la technique. C'est la technique qui est au cœur de la transmission. Qu'il s'agisse de la méthode Kawaiichi, dont on sait qu'elle doit beaucoup à Moshe Feldenkrais, ou à la méthode du Kodokan, dont on sait aussi que le Gokyo n'est pas une progression d'apprentissage, ou encore lorsqu'il s'agit de la progression française de 1966, qui, elle, a été beaucoup plus dictée par une décision politique et administrative. Toutes ces approches ont en commun le fait de ne pas être centrées sur l'élève, mais sur le savoir technique, un savoir qu'il convient de maîtriser indépendamment du contexte de l'opposition. Et c'est à Didier que l'on doit cette bascule conceptuelle, une bascule qui consiste à privilégier la logique interne de l'activité. C'est une innovation décisive, car pour la première fois dans une publication officielle, le contexte de l'opposition est devenu un élément important de la situation d'apprentissage. Un nouveau concept était né, celui de la communication motrice et des interactions qui en résultent. Comprendre cette évolution, c'est aussi prendre en considération le parcours de Didier Janicot pour mieux apprécier sa contribution. Didier, c'est d'abord un excellent compétiteur dans un excellent club, Maison Alfort, avec des anciens comme Guy Offray, Patrick Vial et beaucoup d'autres. C'est aussi une formation à l'INSEP, et notamment avec un professeur particulièrement influent, Pierre Parlebas, sociologue et théoricien de l'éducation physique et du sport. Le travail de Didier correspond à ce que l'on définit comme étant une révolution copernicienne de l'enseignement qui consiste, comme le souhaitait déjà en 1905 Édouard Claparède, à mettre l'élève au centre du processus d'apprentissage. Je laisse donc la parole à Didier pour qu'il nous dise comment l'élève peut se rendre acteur de son éducation lorsqu'il apprend le judo. Ah, on ne t'entend pas Didier. Didier. Voilà, je remets le micro. Bonjour à tous. Je suis très heureux d'être avec vous ce soir et je vous remercie d'avoir pris un petit peu de temps pour participer à cette visio. Donc, dans un premier temps, je voudrais remercier très sincèrement Yves et Michel pour leur initiative qui a permis, pendant cette période si difficile qu'on a traversée, où on a compris l'importance du lien, où on a compris donc l'importance du lien et du contact, d'avoir donc permis ce lien qui est certes numérique, mais qui était très, très riche, très intéressant, où j'ai passé beaucoup de très bons moments. Donc, si on revient un petit peu sur l'historique de cette visio, c'est Yves qui m'a contacté il y a quelque temps et il m'avait proposé, donc, dans un premier temps, de revenir sur l'expérience que j'avais eue au sein de la Fédération française de judo. Donc, j'ai commencé à travailler sur ça. Et rapidement, je me suis aperçu de deux choses. La première, c'est que j'avais du mal à parler de moi. Et la seconde, c'est que ma curiosité est plus orientée vers aujourd'hui et vers ce qui va se passer demain que sur ce qui s'est passé hier. Donc, j'ai proposé à Yves, en fait, de rebondir un petit peu sur des thématiques qui avaient été abordées pendant les différentes visions qui m'avaient intéressé et de les prolonger autour de la thématique générale d'apprendre, qui est pour moi une des plus belles fonctions de notre humaine condition. Donc là, ce soir, actuellement, je suis à la retraite, donc on dit que j'émarge à la dette publique, ce qui n'est pas glorieux, mais c'est comme ça, on a tous une fin de vie professionnelle.
Et donc, ce que je vais dire n'engage que moi, je parle vraiment en mon nom, c'est mon regard sur ces questions-là. Et donc, je parle à un titre très personnel. Donc, le parcours que je vous propose pour ce soir, c'est de commencer en présentant quelques chemins pour apprendre, donc de creuser un petit peu ce cheminement qui nous amène à apprendre. Ensuite, d'aborder une question sur laquelle je travaille depuis quelques années qui me semble très intéressante pour l'avenir de l'enseignement du judo, qui sont les préférences motrices. Et pour terminer, donc, de parler du professeur de judo et de parler de ce métier. Donc, en exergue, j'ai mis une petite phrase qui est un peu provocatrice, alors je ne sais pas d'où elle vient, je ne m'en souviens plus. C'est donc comme tout serait simple s'il suffisait de montrer et d'expliquer pour que les élèves apprennent. Donc, on va passer à la diapo suivante. Donc, il est prudent quand on lit apprentissage et judo de remonter à la source et d'essayer de voir ce qu'en disait le fondateur Jigoro Kano. Donc, comme très souvent, son propos est très, très simple, très concentré, très lumineux. Et en fait, il retient deux piliers, le kata et le randori. Donc, apprendre le judo, c'est tourner autour de ces deux piliers. Alors, le terme de kata est certainement à comprendre dans un sens plus large que le randori no kata. Je pense qu'il est à comprendre dans le sens de s'approprier des formes extérieures. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je vais voir, on va me montrer une forme technique. Donc, une forme technique qui va engager tout le corps, qui va engager des coordinations qui sont souvent très compliquées pour quelqu'un qui découvre ça. Et en fait, la démarche est de s'approprier ces formes-là en répétant. Donc, l'idée, c'est que tout va démarrer de l'imitation de quelque chose. Et c'est ce chemin-là qu'on va essayer de clarifier un petit peu. On part de l'imitation et qu'est-ce qui se passe derrière? Donc ça, c'est le pilier kata, donc sens large. Le deuxième pilier a été abordé dans deux conférences déjà par Michel et par Fred. Et l'étymologie qui avait été rappelée est très importante à repréciser. Donc, randori, dori, bien sûr, c'est la saisie, le fait de prendre. Et ran, c'est le désordre, ce qui est incertain, ce qui n'est pas prévu, ce qui est émergent, ce qui apparaît tout à coup. Et donc, l'idée du randori, c'est de saisir l'incertain, donc de s'adapter. Donc, la question fondamentale, c'est comment je passe de ces formes extérieures que j'ai travaillées dans un contexte à l'application de quelque chose dans un contexte qui est complètement différent, qui devient incertain. Et on va voir que, bien sûr, c'est bien plus que de l'application. Il se passe là quelque chose qui est tout à fait spécifique. Et donc, ce que nous dit Jigoro Kano, c'est que c'est dans ce parcours entre ces deux piliers-là que se passe l'apprentissage. Donc, je vous propose de continuer avec un concept que je trouve intéressant qui explique un petit peu, dans la partie kata, deux vies pour le geste. Donc, il y a une première vie qu'on a abordée tout à l'heure qui va du dehors au dedans. C'est-à-dire que je pars d'un geste que j'ai vu ou qu'on m'a montré et expliqué, et il faut que je m'approprie ce geste. Donc, ce qui se passe, en fait, c'est que pendant la répétition, le modèle que l'on m'a donné va agir en moi. Et ce modèle, il va me transformer. Donc, il y a des coordinations qui vont s'installer chez moi, il y a des relâchements que je n'avais pas au début qui vont s'installer, etc. Et donc, progressivement, je vais m'approprier ce modèle. Donc, ce modèle, il va me changer, mais moi, je vais aussi changer le modèle. C'est-à-dire que le modèle, je vais le faire mien. Donc, il y a deux types de changements. Il y a moi qui vais changer et le modèle que je vais m'approprier, que je vais changer aussi, adapter à mes caractéristiques. Donc ça, c'est un premier temps. Donc on voit qu'en fait, cette transmission, elle n'est pas si simple que ça déjà. Et qu'elle va occasionner
elle va occasionner, des transformations. Et il y a un deuxième mouvement, une deuxième vie qui est certainement encore plus importante que ça. C'est quand ce modèle-là, je vais le confronter au réel. C'est-à-dire que je vais tester ce modèle-là, que j'ai compris, que je commence à ressentir, au réel de l'opposition. Et là, de nouveau, c'est une situation nouvelle qui va se proposer à moi. Il va y avoir des obstacles, il va y avoir des choses qui ne vont pas être possibles, ça va générer des créations de l'instant qui vont m'ouvrir sur d'autres choses. Et en fait, l'idée, c'est que ce modèle-là sur lequel j'ai travaillé puisse entrer dans mon activité. Et en fait, on sait tous faire des choses, on a tous appris beaucoup de techniques, mais ce qui est important, c'est les techniques en fait qui vont entrer dans mon activité et me servir. Et on sait qu'on peut démontrer des choses et les expliquer, mais qu'en compétition, on ne ferait pas parce qu'on sent qu'on ne les maîtrise pas assez et on se mettrait en danger. Donc, c'est un continuum en fait, et c'est un continuum qui fait une part importante au randori. Donc, encore une fois, ce thème a été abordé pendant les conférences, et pour moi, il était essentiel. Donc, le randori, c'est un espace commun à tous les judokas. Tous les judokas peuvent faire randori ensemble. Et c'est aussi un espace qui est culturel, c'est-à-dire que le randori, c'est bien au-delà du combat pur et dur. Et c'est un outil qui est essentiel dans la formation des jeunes judokas. Donc j'espère que dans l'avenir, cette idée de randori continuera à être travaillée et que des espaces de randori, de vrais randori, seront proposés aux jeunes où ils pourront donc jouer à ce jeu fabuleux qu'est le judo en s'opposant et en étant ouvert. Donc jouer en étant ouvert, rechercher le hippo en restant ouvert et jouer avec ça, je pense que c'est ça la base de l'apprentissage, au-delà de l'apprentissage, donc des formes que l'on a vues tout à l'heure qui doivent être un peu strictes. Donc je voudrais rappeler, pour illustrer ça, deux moments, deux discussions ou deux échanges que j'ai eus qui m'ont marqué et qui peuvent illustrer cette vie-là. Donc la première anecdote, c'est avec Isao Kano, immense champion japonais qui était venu au colloque des hauts gradés. Et pendant un mondo, quelqu'un avait demandé à M. Okano, est-ce que vous trouvez qu'il y a des choses qui ont changé entre ce que vous avez vécu et la période d'aujourd'hui? Donc, très prudemment, M. Okano avait dit bon, je ne connais pas bien la situation d'aujourd'hui, je ne connais pas bien le haut niveau. Alors, c'était certainement que très partiellement vrai. Mais il a dit quelque chose qui m'a marqué. Il a dit à mon époque, il y avait peu de compétitions et on avait un gros volume d'entraînement qui était basé sur le randori. Je pense que maintenant, il y a beaucoup plus de compétitions et que dans les entraînements, il y a beaucoup plus de combats pour préparer la compétition et un volume de randori moins important. Donc, c'est un élément, je pense, à réfléchir pour nous tous. La place du randori dans la formation donc, du judoka. Et le deuxième échange, c'est avec M. Hamada, qui est un professeur très réputé au Japon, qui était venu sur un séjour d'études en France. Et donc, il avait été il avait été à l'INSEE, bien sûr, sur des pôles France, il avait été en région, et il était intervenu aussi sur les stages de Boulouris. Et on s'était rencontrés avant qu'il ne reparte au Japon. Et je lui avais posé la question suivante. Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont étonné dans ce que vous avez vu pendant votre séjour? Et il avait réfléchi un petit peu. Il m'a dit, oui. Il me semble qu'au Japon, on est assez strict sur l'apprentissage des formes techniques. On travaille beaucoup sur la technique. Et le randori est un espace qui appartient aux combattants et qui est libre. On n'intervient pas pendant les randoris. Et il m'avait dit, il me semble qu'en France, vous faites souvent l'inverse, c'est-à-dire de ne pas être très exigeant sur les apprentissages, sur la manière de pratiquer le chikomi, de faire, etc. Par contre, vous intervenez beaucoup pendant les randoris.
Donc là encore, je ne donne pas de jugement, mais simplement, je crois que ces deux remarques-là, moi, m'ont fait réfléchir et peuvent nous permettre aussi de réfléchir à ça. Donc, on va passer à la diapo suivante. Donc, on a dit tout à l'heure que faire le judo, c'est plus que faire des prises. Donc, je vous propose de réfléchir un petit peu sur une comparaison de deux motricités. Alors, j'ai pris le golf. Donc, je ne suis pas golfeur, mais comme beaucoup de mes collègues de ma génération me parlent de golf et essayent de me tirer de m'amener sur le truc, et je sais qu'il y a beaucoup de gars qui font du golf, donc je vais prendre le golfeur comme exemple et comparer un petit peu, enfin, on peut, sur quelques points qui me semblent importants, les deux motricités du golfeur et du judoka. Donc, encore une fois, je ne suis pas golfeur. Donc, s'il y a des golfeurs, si je me trompe, n'hésitez pas pendant les échanges à me faire savoir. Je suis ouvert à tout progrès. Donc, ce que je vois, moi, de la motricité du golfeur, c'est qu'il s'approche tranquillement de la balle. Il a le temps. Il va rentrer dans une routine qui va le mettre dans son état optimum pour exprimer ses possibilités. Donc, il va s'approcher de la balle, il va pouvoir faire éventuellement quelques coups à blanc. Il va regarder le contexte, il va regarder la distance, il va peut-être regarder s'il y a du vent, il va évaluer un petit peu tout ça. Donc, se préparer, se concentrer et il joue. Voilà. Donc, ce que je dis là, c'est pas pour dire que c'est plus simple que ce que va faire le judoka. C'est pas plus simple. Je pense que si on joue au golf contre quelqu'un qui joue bien, on va vite s'apercevoir que c'est excessivement compliqué, bien sûr. Mais c'est pas plus compliqué, mais c'est de nature différente. Donc le judoka, lui, dans quel contexte il va exprimer sa motricité? La première chose, c'est que lui, il va avoir de l'incertitude événementielle. À part la foudre qui tombe sur le golfeur, de l'extérieur, il n'y aura pas beaucoup d'événements qui vont venir perturber sa motricité. Ensuite, autre élément important, c'est la pression du temps. On l'a vu, le golfeur, il a le temps. Le judoka, il n'a pas le temps. Il doit agir dans l'instant et chaque instant peut être le dernier pour son partenaire ou pour lui. Donc, il y a une pression du temps qui est énorme. Autre différence, on est dans une comotricité contrariée, c'est-à-dire que ma motricité, elle n'est pas libre. Le golfeur, il est libre. Le judoka, il n'est pas libre, il est lié à l'autre, qui peut bloquer une partie de son corps, qui peut déformer sa posture. Donc, il faut s'adapter à ça. C'est très particulier. Ensuite, il y a tout l'aspect énergétique. Le judoka, il dépense une grande quantité d'énergie qui peut, bien sûr, venir attaquer sa lucidité. Donc, faire un geste quand on est frais, avec l'esprit libre, etc., c'est une chose. Faire un geste quand on a la langue qui touche par terre, que le cœur explose, qu'on n'est plus lucide, c'est complètement autre chose. Donc, tout ça pour dire que l'action motrice, en fait, sollicite toutes les dimensions de la personne agissante. Donc, la motricité, mais pas que. Donc, apprendre, c'est bien plus compliqué que simplement faire des gestes. L'affectivité est en jeu, bien sûr. Si vous vous apprêtez à faire un randori avec votre copain, avec votre meilleur copain au club, ou si vous êtes en train de monter sur le tapis pour faire la finale des Jeux Olympiques, votre état émotionnel, je pense, ne sera pas vraiment le même. Et donc, tout ce qui est ce contrôle émotionnel, c'est quelque chose qui est très, très important, bien sûr, pour le judoka, dont on ne parle pas beaucoup, pas souvent aux parents, pas assez, je pense, et qui est vraiment quelque chose de très important dans la formation technique aussi du judoka, parce que ça fait partie de sa formation technique, ça. Donc, on a parlé de la cognition, mais on peut parler aussi des valeurs. Donc, voilà. Enfin bon, on va arrêter là. Donc, tout ça pour illustrer que la motricité, c'est quelque chose qui est bien plus complexe que ce que l'on croit et qui fait rentrer donc plein de dimensions. Donc, dernière dimension qui est liée à la comotricité contrariée dont je parlais tout à l'heure, et Michel en a parlé un petit peu.
j'ai effectivement été très marqué par un grand professeur de l'INSEP qui s'appelle Pierre Parlebas, qui était en avance d'à peu près 40 ans sur son époque. Donc ça, c'est dans les années 80. Alors la phrase est un petit peu complexe, mais le fond est assez facile à percevoir. Donc dans les années 80, donc il y a plus de 80 ans, Pierre Parlebas disait ça. Le sujet énergétique est au service d'un sujet informationnel et communicationnel, c'est-à-dire fondamentalement d'un sujet décisionnel. Bon, donc effectivement, là, il faut s'accrocher un peu. Mais qu'est-ce qu'il disait en fait? Il disait que tous les aspects informationnels sont excessivement importants à prendre en compte quand on va s'occuper d'apprendre et de transmettre quelque chose et d'apprendre quelque chose. Autrement dit, il ne suffit pas de répéter un geste, il faut intégrer un contexte où va agir sur moi des forces, où je vais être dans une pression de temps énorme, où mon esprit va être peut-être battre la chamade, etc. Et c'est dans ce contexte-là qu'il va falloir que j'exprime ma motricité. Donc, autrement dit, on ne peut pas couper le contexte dans lequel on va agir de ce que l'on va faire. Alors, à un moment, par exemple, on apprenait à nager sur des… Michel, tu dois avoir des images de ça. On apprenait à nager sur des tabourets, c'est-à-dire qu'il y avait des séances et des cycles entiers où les petits étaient sur le ventre, sur le tabouret et faisaient la grenouille pendant des heures et des heures. Et après, on les mettait dans l'eau. Hein. Bah, on n'en a pas noyé beaucoup parce qu'il y avait de la sécurité autour, mais ça n'a jamais appris à nager, de faire les gestes de la natation. Donc, dernière petite anecdote sur cet aspect-là qui m'avait marqué à l'époque. J'étais encore junior et j'arrivais dans l'entraînement national qui à l'époque était au Central. Et un jour, M. Courtine, qui était le DTN de l'époque, s'était approché de moi et on avait parlé un petit peu tous les deux. Et dans la discussion, il m'avait dit, Didier, écoutez plus vos sensations que les conseils qui vous seront donnés. Donc j'avais été un peu surpris à l'époque de ça. Et c'est un peu plus tard que j'ai compris toute la pertinence et l'intelligence de son propos. Donc qu'est-ce qu'il m'avait dit? Il m'avait dit, en fait, vous allez avoir plein de conseils qui vont vous être donnés. Il y a plein de conseils qui sont bons, mais ne retenez que ce qui vous convient. Partez de vos sensations, ne partez pas des conseils des autres. Donc, on va passer à la diapo suivante. Voilà, donc il y a deux chemins, mais en fait, tout ça est lié. Donc, l'apprentissage, pour faire une petite synthèse, l'apprentissage de forme stricte et générique. Donc, c'est ce qu'on a dit au début, c'est le kata. On entre dans des formes, on les répète, la forme, elle vient de l'extérieur, on la répète, on est corrigé sur cette forme-là. Après, quand on continue à travailler, on s'approprie ces formes et elles deviennent personnelles, c'est-à-dire qu'on les transforme et ces formes deviennent nos formes, nos manières de faire. Et ensuite, on confronte ces formes dans le combat, donc dans le randori ou dans la compétition, peu importe. Et là, il y a un nouvel auto-apprentissage qui se met en route, et on va parler de ça tout à l'heure. Donc, un auto-apprentissage qui découle en fait des situations de combat. Mais on peut avoir le chemin inverse aussi, c'est-à-dire partir des situations de combat, de voir ce qui s'exprime pendant ces situations de combat, d'affiner les formes qui sortent du combat et qui sont là, pour éventuellement revenir après à des formes plus génériques, et tout ça se boucle en permanence. Donc j'ai mis en exergue une phrase que j'avais un peu oubliée, qui a été rappelée par Jacques Seguin dans un mondo qu'il avait animé. Donc le judo n'est pas un produit que l'on enseigne, mais une activité que l'on propose. Donc l'activité du sujet qui apprend est fondamentale. Donc c'est pas enseigner, c'est pas simplement expliquer, transmettre, c'est surtout mettre dans les situations et
aider à intégrer toutes ces difficultés que l'on a nommées tout à l'heure. Donc, juste un petit mot donc, par rapport à ça, c'est qu'on peut penser que le schéma qui permet aux élèves de réussir, d'être en confiance et qui est orienté vers la recherche de buts de maîtrise est certainement meilleur pour fidéliser et maintenir dans la pratique. C'est-à-dire que si on prend la flèche du haut, ce chemin-là est certainement plus porteur pour une grande majorité des élèves. Mais il y a des systèmes en France et surtout à l'étranger où le schéma il marche dans l'autre sens, c'est-à-dire où les situations d'opposition sont privilégiées et on part de ça pour construire après les apprentissages. Donc, on va passer à la diapo suivante. Michel a parlé tout à l'heure des méthodes. Donc, ce que je vais expliquer là, il ne faut surtout pas prendre ça comme d'un côté, il y a la bonne manière de faire et de l'autre côté, c'est la mauvaise manière de faire. Ce n'est pas ça du tout. Hein. Il faut comprendre des curseurs en fait. Il y a des curseurs qui vont de l'un à l'autre. Et chez la même personne, il peut très bien y avoir des choses qui sont à droite et qui vont passer à gauche après. Enfin, vous verrez. Donc, ce n'est pas du tout ce que je montre là, ce que j'explique là, ce n'est pas du tout le bien et le mal. Hein. C'est différentes manières de penser les apprentissages. Donc, premier domaine, donc c'est une grille moi, que j'utilise pour quand j'essaie de comprendre quand je vais dans un club, etc., ce qui se passe. Donc, il y a un premier domaine qui est le domaine de la technique. Donc là, le curseur, on peut le voir de la manière suivante. Donc, est-ce que la technique a un rôle central et est-ce que l'on recherche ce qu'on appelle la belle technique? C'est-à-dire que est-ce que dans la conception qui est là, la technique, c'est central et ce qui compte, c'est d'avoir une belle forme de technique. À l'autre bout de ça, c'est en fait la technique, c'est une des dimensions de l'efficacité. Donc, autrement dit, il y a des méthodes où on va passer beaucoup de temps à répéter des techniques, à travailler les techniques, et d'autres où c'est une partie, la technique, c'est une partie, mais les aspects préparation physique, c'est aussi important que ça, faire des compétitions, c'est aussi important que ça, etc., etc. Autre point d'observation, est-ce qu'on est dans un système où on répète un modèle idéal ou est-ce qu'on va rechercher l'expression de soi? Est-ce que ce qui compte, c'est d'avoir un répertoire commun large, c'est-à-dire que tous les élèves aient une grande connaissance d'un panel technique très important? Ou est-ce qu'au bout du compte, ce qui compte, c'est d'avoir un répertoire personnel et une variabilité sur une base réduite, c'est-à-dire d'avoir peu de techniques. Par contre, chacune des techniques, on peut les exprimer dans des contextes variés, sur les droitiers, sur les gauchers, sur des grands, sur des petits, sur qui poussent, sur il y en a qui tirent, etc., etc. Et de combiner donc toutes ces possibilités sur une technique et sur les enchaînements entre les techniques. Donc ça aussi, c'est des possibles. Ensuite, est-ce que dans ce processus d'apprentissage, on va valoriser justement le processus et le fait d'apprendre, de bien apprendre, ou est-ce qu'on va valoriser le résultat? C'est-à-dire, peu importe le processus, qui compte, ça marche ou ça ne marche pas en compétition. Donc, on va passer à la diapo suivante. Donc, au-delà de la technique, le statut de l'apprenant. Donc, l'apprenant, est-ce qu'il reproduit des formes? Il copie et s'approprie, donc c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, donc tout ce chemin d'appropriation de formes, ou est-ce que plutôt il va explorer, inventer, chercher à libérer tout de suite son mouvement à lui?
Au niveau de la compétition, est-ce que la compétition, on la considère comme un moyen de progrès et une activité optionnelle? Ça veut dire que l'élève, ben, il fait ou il ne fait pas. Ou est-ce qu'au contraire, c'est le résultat qui est central et c'est ce résultat qui va organiser la vie du groupe? Enfin, c'est cette orientation vers la compétition qui va organiser la vie du groupe. Et dernier point, sur les aspects d'éducation et de culture, est-ce que ces aspects-là sont au centre de la démarche de l'enseignant? Est-ce que c'est la finalité la plus profonde de son action? Ou est-ce que ces aspects culturels et d'éducation sont là pour gérer les débordements? Donc, ce que je veux dire là, c'est qu'en fait, quand on réfléchit à tout ça, on voit la complexité de ce système et le fait que chaque professeur, en fait, construit son système. Et donc, il construit, en fait, par rapport à ce qu'il pense de ça. Et il n'y a pas de bon modèle. On ne peut pas dire à quelqu'un, c'est comme ça. Enfin, moi, je ne ferai jamais ça. C'est impensable. On ne peut pas dire à quelqu'un, c'est comme ça qu'il faut faire. Et il y a tellement de professeurs qui ont des cheminements très différents, mais qui arrivent à avoir des résultats très bons, avec des élèves qui font très bien le judo et qui sont très attachés à leurs professeurs. Et bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais je pourrais citer des personnes. Et voilà, donc il faut rester très humble et très modeste. Et il y a plein de bonnes manières, il y a bien plein de manières de bien faire, en fait. Ce qu'on peut dire toutefois, c'est que je pense que on a, alors je suis très âgé maintenant là, mais on a été formé à une époque en fait où il y avait un modèle qui était assez unique, je pense. Enfin, globalement, on peut dire qu'il y avait un modèle dominant. Et que ce que je perçois moi d'actuellement, c'est que les modèles sont de plus en plus divers et ils sont tirés en fait de la méthodologie de l'entraînement. C'est-à-dire c'est des modèles extérieurs au judo qui ont influencé, je pense, la manière d'enseigner le judo. Alors, un petit mot, j'espère que je parle beaucoup, j'espère que je ne sais pas s'il y en a qui sont endormis ou qui sont partis déjà. Je continue comme ça ou… Au contraire, il y a de plus en plus de monde. Ah bon, ah bah ça va, alors c'est ça. Si ça n'effraie personne, bah, voilà, ceux qui arrivent ne seront pas lassés déjà, c'est déjà quelque chose, ils sont frais. Alors, on va continuer avec avec la diapo suivante. Donc, c'est en fait une conception de la motricité, parce que bon, ça a été souvent cité pendant les précédentes vidéos. Le corps, bien sûr, c'est l'objet principal. Donc, je voudrais juste commencer par un petit exemple qui sont les réflexes archaïques. Donc, vous connaissez les… Je ne suis pas du tout un spécialiste de ça, mais je me suis quand même un peu intéressé un peu à ça. Donc, les réflexes archaïques, en fait, c'est quelque chose, c'est des patterns en fait qui sont en nous dès la vie intra-utérine. Et ces patterns, en fait, c'est comme un pré-câblage qui va nous faire faire qui va nous faire faire des mouvements qui sont complètement involontaires. Donc, c'est complètement engrammé en nous. Et ce qui est tout à fait extraordinaire, c'est que ces patterns-là vont s'activer à certains moments et se désactiver. Et en fait, c'est ces patterns-là qui sont communs à toute l'humanité, qui vont construire la motricité et l'intelligence. Donc Piaget a bien expliqué ça. Donc intelligence et motricité, ça marche ensemble. C'est la même chose. C'est le même système nerveux qui règle tout ça. Et donc ces réflexes archaïques vont amener les enfants à marcher à peu près au bout de 12 mois, sans que personne ne leur apprenne à marcher. On apprend à marcher tout seul, et à partir de ces réflexes archaïques. Donc, ce que cela nous dit, en fait, c'est que le corps est intelligent. Et on a en nous des centaines de millions d'années d'évolution, et on l'a peut-être un peu trop oublié, en fait. Et on croit encore que la motricité, c'est un cerveau conscient qui pilote le corps. Ce n'est pas ça du tout, ça ne marche pas du tout comme ça. Et en fait,
le système neuromusculaire, c'est un système qui est d'une complexité extrême. Il va y avoir des phénomènes de régulation, de coordination, de mémorisation et d'invention qui, pour une bonne part, sont complètement inconscients. Et ça renvoie ça, bien sûr, à l'importance du randori, en fait, où ce qui est émergent va répondre et résonner à des choses qui sont dans notre corps et qui vont se réveiller, en fait. Et en fait, je pense on a tous fait, enfin beaucoup d'entre nous, je pense, ont fait le même chemin. Il faut à peu près une dizaine d'années pour devenir un judoka. Hein. Bon, plus une moyenne, une dizaine d'années, je pense qu'en s'entraînant très régulièrement, il faut à peu près ça, une dizaine d'années. Donc après, quand on a ce vécu-là et qu'on devient enseignant, on a une première phase où on se dit, mais qu'est-ce que je faisais? Comment je faisais en fait? Parce qu'en fait, quand on est combattant, la grande majorité de nos techniques, elles sont inconscientes. On n'en a pas du tout conscience. Et il faut un temps pour reprendre ça. Comment je faisais? Tiens, il y a ça, on l'analyse. Après, on trouve des éducatifs, etc. Donc, on passe 3-4 ans à ça. Et une fois qu'on a fait tout ce chemin-là, on s'aperçoit c'est bien ce qu'on fait, mais que ça va qu'à une petite partie de nos élèves. Autrement dit, ce qu'on sait faire, ça va à des élèves, mais pas à tous les élèves. Donc, la technique, c'est un phénomène qui est individuel et qui s'exprime dans un environnement culturel. C'est-à-dire que individuel, ce qui compte, c'est le bon modèle, c'est celui qui me va. Et c'est vrai que nous, dans notre génération, on a été formés avec le bon modèle. Il fallait faire comme ça. Alors c'est vrai, bien sûr, comme l'expert, quand un expert explique quelque chose, il a raison, bien sûr. C'est magnifique ce qu'il fait. Mais est-ce que ce qu'il fait, ça correspond à ma motricité? Et la question est là, c'est de trouver le bon costume, celui qui va à la personne. Donc, on va passer à la diapo suivante qui est sur les préférences motrices. Donc, je vais vous faire travailler un petit peu. Non pas que vous m'avez dit que vous n'étiez pas endormi, donc ça va, mais je vais vous faire travailler un petit peu. Donc, on va faire un petit exercice assez simple. Donc, si vous êtes assis, vous pouvez rester assis, mais il faut que vous ayez un petit peu de place devant vous. Si vous voulez vous lever, vous pouvez vous lever, il n'y a pas de problème. Je vais vous demander à mon signal, est-ce que vous êtes prêts? Ouais, parfait, parfait, parfait. À mon signal, je vais vous laisser vos bras tomber comme ça, là, relax, vous laissez tomber vos bras sur le côté. Voilà, parfait. Et à mon signal, vous allez croiser vos bras. Rapidement, vous croisez vos bras. Hop. Bien, vous regardez quel est le bras qui est au-dessus. OK, vous gardez ça pour vous. Vous baissez les bras. Et maintenant, je vais vous demander de le faire un peu plus rapidement, mais en sens inverse. Allez-y. Parfait, très bien. Alors, ce n'est pas filmé, hein, donc c'est bon, il n'y a pas de problème. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Première chose, vous avez à peu près la moitié d'entre vous à croiser avec le bras droit dessus. On ne va pas le vérifier là parce qu'on n'a pas le temps, mais à peu près la moitié à croiser avec le bras droit dessus et l'autre moitié à croiser avec le bras gauche dessus. Et parmi ceux qui ont mis le bras gauche par-dessus, il y a à peu près la moitié qui est droitier. Donc ça veut dire que si vous êtes droitier, ça ne conditionne pas du tout la manière dont vous allez croiser les bras. Donc c'est vrai, alors bon, le fait de croiser les bras, c'est pas très significatif en judo, mais des préférences comme ça, il y en a beaucoup, et c'est elles qui organisent de façon préférentielle notre motricité. Qu'est-ce qui s'est passé quand vous avez cherché à croiser les bras de l'autre côté? Alors, on le fait, bien sûr qu'on le fait, mais on le fait avec un geste qui est beaucoup moins fluide, qui est moins rapide, qui bloque un peu. Et si on travaille ça, on va le faire bien mieux.
Mais en vous, vous avez des préférences, c'est-à-dire que votre corps, votre système nerveux, depuis qu'on est né et qu'on fait des choses, il sélectionne des patterns pour éviter de réinventer à chaque fois. Autrement dit, il stocke des patterns moteurs et sans vous le dire, c'est cela qui va déclencher en fait. Donc tout ce côté inconscient de la motricité est une base importante de notre motricité, comme support de notre motricité. Pardon. Donc ces préférences, ce sont des manières spontanées de bouger. Et quelles que soient les activités que l'on va faire, quelles que soient les activités motrices que l'on va faire, ces préférences vont s'exprimer. Et ces expériences, elles sont engrammées en nous dès l'enfance. Donc, beaucoup là parmi nous sont enseignants et vous avez certainement fait cette expérience-là. Avec un groupe d'enfants, vous montrez Isaguruma à un groupe d'enfants et c'est rare qu'il n'y en ait pas un ou deux dans la séance qui, à la place de faire Isaguruma, il fait Ashiguruma. Et on se dit, mais pourquoi il fait ça? C'est pourtant simple. Ben, c'est simple pour vous qui avez un grand recul sur ça, mais pour lui, dans ses préférences motrices, il y a ce qu'on appelle la hanche motrice. C'est-à-dire la hanche motrice, c'est celle où on préfère installer son poids et tourner autour de cette hanche-là pour faire un mouvement. Donc on n'est pas, comme on est droitier-gaucher, on n'est pas égaux sur nos deux hanches. Et pour cet enfant-là, si on a montré, par exemple, on lui demande de faire Isaguruma à droite, s'il a une hanche motrice gauche, naturellement, il va installer son poids et tourner sur cette hanche gauche. Donc, il ne va pas faire Isaguruma, mais il va faire Ashiguruma. Alors, on peut le disputer parce que ce n'est pas ce qu'on a montré et ce qu'on veut faire, mais son corps lui dit, ben voilà, toi, tu es bien là-dessus. Ça ne veut pas dire qu'il ne pourra pas faire Isaguruma, bien sûr, mais ça veut dire que sa préférence et ce qui va être le plus naturel et le plus fluide et le plus rapide sur lui, ce sera certainement Ashiguruma. Donc, ces préférences motrices, je les ai travaillées avec Action Type. Donc, Action Type, c'est Ralph Hippolyte et Bertrand Terola. J'ai travaillé, moi, uniquement avec Ralph Hippolyte. Et ces préférences motrices, il faut bien situer ça d'abord. Donc, c'est un outil parmi d'autres. Donc, ça ne fait pas tout. Ça ne fait pas tout. Et il faut apprendre à s'en servir. Donc, ce n'est pas une panacée, ce n'est pas un truc comme ça qui arrive et qui va tout révolutionner. Non, ça ne fait pas tout. Je pense que c'est un outil qui est très puissant. Moi, j'ai appris beaucoup de choses avec et je dois dire que ça m'a vraiment, vraiment marqué. Mais il faut apprendre à s'en servir et surtout, il ne faut pas enfermer les gens dans des profils. C'est-à-dire que je tape, il y a des profils en fait moteurs et on sait que suivant le profil, il y a des préférences. Il ne faut surtout pas enfermer les gens dans des profils et on est plus que son profil. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on a un profil qu'on fait ça et qu'on fait que ça. Et actuellement, enfin, si vous allez voir sur Internet, il y a des choses qui circulent, c'est devenu commercial, etc. Et on fait croire que le profil, ben voilà, si vous avez ce profil-là, il faut faire ça. Non, c'est bien plus compliqué que ça. Et ce qui est au centre de tout, c'est toujours la sensation de l'athlète, le retour. Est-ce que lui, il ressent ça ou est-ce qu'il ne ressent pas ça? Donc voilà, enfin, si vous êtes intéressé par ça, c'est vraiment un domaine qui, à mon avis, il faut creuser. Donc on a commencé à travailler avec des collègues sur ça, là. Et voilà, je pense que pour l'avenir du judo, c'est quelque chose d'extrêmement intéressant. Donc je vais simplement, parce que là, le propos est très théorique et puis il est un peu fumeux, passer par un exemple. Donc, je vous ai fait faire un petit peu de gymnastique. Là, ça n'a pas été très loin, mais on va tout à l'heure regarder une vidéo pour peut-être un peu mieux comprendre ça. Et par rapport à cette vidéo, on va le regarder par rapport à un aspect qui est marche par le haut et marche par le bas. Donc ça vient
d'un professeur de kinésithérapie belge qui s'appelait Raymond Soyer, qui est décédé il n'y a pas longtemps. Donc, et ça renvoie aussi quelque part à notre évolution. Donc, comme vous le savez, on est devenu bipède il y a pas très très longtemps en fait. Et ce choix-là a mis notre cerveau tout en haut à l'endroit où c'est le plus instable. Et une partie de notre motricité s'organise autour de la survie. C'est-à-dire qu'en fait, une des fonctions premières de notre système nerveux, c'est de préserver notre santé. Et donc, il y a tout un mécanisme d'équilibration pour préserver le cerveau et éviter que l'on chute qui organise notre motricité. Donc, c'est la base justement de ce système marche par le haut, marche par le bas. Donc, une partie de la population va en fait s'organiser à partir d'un équilibre qui est un équilibre arrière. Donc, ça veut dire que le poids du corps, il va être sur la moitié arrière du pied. Donc, ces gens qui sont dans ces profils-là, en fait, vont avoir tendance à être dans l'ancrage et plus dans la flexion. L'autre partie de la population va au contraire avoir son poids de corps qui va être sur l'avant-pied, sur la moitié antérieure des pieds. Et ces gens-là, dans leur motricité, seront donc plus sur des moins en flexion et seront plus dans la pliométrie en fait. Alors, je ne vais pas aller trop loin là parce que ça nécessiterait plein de choses, etc. Mais gardez simplement ce schéma-là. Je préfère être équilibré plutôt sur l'arrière et je m'équilibre et je me coordonne mieux quand je suis là, ou je préfère avoir mon poids sur l'avant et je m'équilibre et je me coordonne mieux quand mon poids est sur l'avant. Donc, si je suis sur l'avant, ça veut dire que je vais utiliser, pour ne pas tomber, de façon privilégiée mes chaînes postérieures. Vous voyez le truc? Vous penchez en avant pour ne pas tomber, ben c'est ce qu'il y a derrière qui va vous retenir. À l'inverse, si mon poids est sur l'arrière par là-bas, si je pars là-bas, si je ne veux pas tomber, il faut que je m'appuie sur mes chaînes antérieures. D'accord? Donc vous voyez que déjà, par rapport à ces deux profils-là, il va y avoir des préférences qui vont s'installer. Donc Yves, si tu peux envoyer la vidéo, ça dure 2 minutes. Donc on va essayer de regarder simplement je dirais ce qui apparaît d'une manière la plus large possible dans cette vidéo. Donc les deux combattants, pardon, c'est parmi les deux meilleurs 73 kilos, Ono et Anchan Green.
On va arriver à la fin de la séquence. Voilà, donc voilà cette séquence. Donc, si on l'analyse, en fait, Putain. si on l'analyse, en fait, Anchan Green, c'est quelqu'un qui marche par le bas, c'est-à-dire qui a tendance à mettre son poids plutôt sur l'arrière. Et c'est une fusée, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est un attaquant exceptionnel. Il a une variabilité, une variété technique, une précision technique qui est impressionnante, impressionnante. Et là, il n'arrive à rien exprimer. Pourquoi? Ono, et je pense que ce n'est pas un hasard en fait, systématiquement va l'absorber vers l'avant, va le tirer vers l'avant, va l'amener vers ses avant-pieds. Donc, il l'empêche en fait de pouvoir se coordonner. Et en plus, là, on le voit peut-être pas bien, mais en plus, il va saisir avec la main qui normalement tient la manche, il va saisir le bas de la veste et le tracter avec cette main-là, si bien qu'il ne peut plus tourner sur sa hanche motrice. Donc, en fait, il utilise deux des principes, c'est-à-dire que, alors là, on voit le côté négatif, enfin, comment gêner l'autre. Hein, on n'est pas dans le côté comment j'utilise bien ça pour ma motricité. Donc, il amène systématiquement Anne sur l'avant-pied, donc il l'empêche en fait de s'organiser, et en plus, il lui bloque sa hanche motrice. Et vous voyez qu'Anne ne peut rien faire, et à un moment donné, il est tellement aspiré vers l'avant qu'il va tomber vers l'avant. Donc voilà un exemple donc de ce qui peut être fait avec cette approche. Et encore une fois, donc je pense que c'est quelque chose qui mérite que l'on s'intéresse à ça. Voilà, on va arriver donc au dernier point et à l'avant-dernière diapositive. Et c'est l'intervention d'Émilie qui m'a amené en fait à parler de ça, parce que j'ai trouvé son intervention à la fois très brillante et très émouvante. Et en fait, Émilie a parlé de son métier, et je pense que professeur de judo, c'est un métier, c'est un beau métier, et qu'il faut le préserver. Donc les professeurs, bien sûr, ont un rôle essentiel dans le dispositif fédéral, et tout le judo passe par eux. Donc, ce sont vraiment les acteurs principaux du judo. Et pendant ma vie professionnelle, j'ai eu la chance de passer beaucoup de temps avec les professeurs, soit sur le tapis ou en dehors, et j'ai beaucoup parlé avec eux. Et je dois dire que je suis très respectueux de ce métier-là, que j'ai rencontré des gens tout à fait extraordinaires. Donc, ce qui m'a marqué dans ces échanges, c'est déjà la diversité. C'est-à-dire que parmi les professeurs de judo, il y a une diversité incroyable, des diversités d'origine professionnelle, d'expérience, de formation, etc. C'est d'une richesse folle. Et ça, il faut le garder. Il faut que tout le monde puisse venir, s'il est intéressé au judo, puisse enseigner, quelle que soit sa formation d'origine. Ce qui m'a marqué également, c'est que pour les professeurs de judo, le judo est un idéal, c'est-à-dire que ce n'est pas une activité banale. C'est vraiment quelque chose qui est au-dessus de tout et qui fait rêver, qui les fait rêver. Et il y a aussi l'idée qu'ils sont porteurs d'une mission de formation. Et ça, quand on a un corps qui a ça, il n'y a pas plus grande richesse que ça. Donc, il faut absolument préserver ça. C'est fondamental. Donc, enseigner, être enseignant, c'est aussi un des métiers les plus complexes qui existent. Un enseignant de judo, en fait, il va
il va faire des cours, bien sûr. Donc, penser à une progression, suivre ses élèves, il va démontrer, etc., etc. Mais pas que, mais pas que. Il va aussi être en contact avec les parents, il va être en contact avec les élus de son club, il va s'occuper des compétitions, il va s'occuper de l'administration, il va s'occuper du contact avec la municipalité, etc., etc. Donc, c'est d'une complexité folle. Il va avoir des 4 ans, il va avoir des compétiteurs, donc c'est un métier d'une grande complexité et c'est un métier qui est fait par des acteurs qui sont seuls, qui sont très souvent solitaires en fait. Non pas par choix, c'est parce que c'est comme ça. Donc ce sont des gens seuls qui ont à mener des tâches d'une très grande complexité. Et tout ce qui permet aux professeurs, alors qui ont un emploi du temps bien chargé, mais de pouvoir échanger, de discuter, c'est fondamental. Et c'est pour ça que ce qui est fait avec les mondos, etc., je crois que c'est vraiment un avenir très important. Et quand on était sur les stages de formation à Boulouris, j'ai toujours pensé, moi, les stages de formation un petit peu comme le festival d'Avignon, c'est-à-dire qu'il y a un festival on et un festival off. Et les deux sont aussi importants l'un que l'autre pour moi. C'est-à-dire qu'il y avait un stage officiel, et puis à côté de ce stage officiel, il y a tout ce qui se passait. Donc il y a des profs qui allaient travailler des choses pour eux en dehors qui se regroupaient, qui travaillaient. C'était libre, bien sûr. Il y a énormément de discussions qui se passaient sur plein de choses, etc. Donc tout ce côté-là, il est, je pense, très, très important. Donc depuis quelques temps, et là j'ai bientôt fini parce que j'ai trop parlé là, mais depuis une bonne quinzaine d'années, il y a une réforme des certifications. Depuis en fait la mise en place de la branche professionnelle. Avant, c'était simple, c'est l'État qui tenait tout, etc. Donc c'est la période que j'ai connue moi majoritairement et qui était somme toute assez confortable. Et donc les certifications ont beaucoup bougé depuis une quinzaine d'années. La branche professionnelle s'est installée, il y a des diplômes de branche, ça s'est diversifié, ça s'est complexifié. Donc, nous, on a vu arriver des attaques de ce métier. Donc, la première attaque, c'était, je les ai qualifiées des attaques technocratiques. Donc, on a vu arriver une nouvelle ethnie parmi nous qui parlait une langue qu'eux seuls comprenaient entre eux, et c'était des ingénieurs de la formation. Et ces ingénieurs de la formation ont essayé de nous faire comprendre que maintenant tout était compétence et que c'était très facile de prendre un métier, de regarder ce qui se passait, de déterminer les compétences et à la fin d'évaluer ses compétences. En fait, ce notion de compétence, ce concept de compétence, il est d'une complexité folle. Il est dans un premier temps séduisant, mais il faut vraiment, à mon avis, se méfier de ces simplifications. Et le cadre unique qui est proposé actuellement me semble pas très satisfaisant. Et en fait, le métier il déborde de ce cadre, le vrai métier il déborde de ce cadre-là. Ensuite, il y a eu des attaques managériales, c'est-à-dire que vous connaissez tout ça. Ben, il faut réduire les coûts, ça coûte trop cher, il faut baisser les salaires, la durée, les formations, elles sont trop longues, les gens ils sont trop bien formés pour ce qu'ils ont à faire. Et puis, bon, maintenant, il y a le e-learning, donc là, toute la dynamique qui se passait entre les gens pendant les formations qui sont fondamentales aussi. Moi, j'ai des anciens élèves qu'on a eu, Michel était intervenu aussi au Crêpes de Montry, qui se voient encore et qui font encore des choses, des interclubs, etc. Donc, tout ça, c'est fondamental aussi. Donc, prudence. Et surtout, ne pas attaquer le niveau de sortie. Ne pas attaquer le niveau de sortie. Donc actuellement, je sais qu'il y a des groupes qui travaillent. Alors je ne suis pas du tout dans la négative, en train de décrier, etc. J'alerte simplement et je dis ce qui me semble de fondamental. Et un des problèmes, c'est l'inflation des diplômes. Donc actuellement, il y a beaucoup trop de certifications et il faut simplifier absolument tout ça. Donc pour finir, ce sera la dernière diapo, je vous le promets.
je vais emprunter ce que je vais dire en fait à quelqu'un que je ne connais pas, mais dont j'ai lu quelques travaux, qui s'appelle Yves Clos et qui est titulaire de la chaire de psychologie du travail au CNAM. Donc, je vous ai dit tout à l'heure, je suis très impressionné et très respectueux du travail, du métier des professeurs de judo. Donc, quand il étudie les métiers, il distingue plusieurs dimensions. Là, j'en ai retenu 3. Donc, il distingue une dimension personnelle. Donc, dans cette dimension personnelle, il y a notamment ça, ce que je mène moi dans le métier. Donc, on peut très bien faire un métier, bon, on a une tâche à faire, on la fait, bon, hop, et on va faire autre chose. Hein. Donc, ça ressemble un petit peu au taylorisme, là. Je pense que dans le métier de professeur de judo, les gens mettent beaucoup d'eux-mêmes, beaucoup d'eux-mêmes. C'est-à-dire que ça dépasse simplement, je fais un cours. Et ce que je montre de moi, ce que je donne de moi, c'est très important, c'est très fort et ça résonne beaucoup. Dans ce côté personnel, il y a aussi la reconnaissance. Donc la reconnaissance, elle est financière. Et c'est vrai qu'il faut mener une réflexion sur le coût du judo. Enseigner le judo, ce n'est pas un petit boulot, ça a un prix. Et la reconnaissance, elle est aussi des élèves, des parents et de l'institution. Donc c'est un besoin fondamental, cette notion de reconnaissance, et il faut la prendre en compte. Autre dimension du travail, c'est la dimension qu'on appelle interpersonnelle. Donc l'interpersonnel, c'est ce qui se passe entre les gens, entre les professionnels. Et on a vu tout à l'heure que c'est un métier qui est souvent un métier d'homme seul. Donc tout ce qui va se faire pour regrouper, échanger, comparer, se stimuler, c'est une dimension indispensable pour faire ce qu'on appelle du bon boulot. Et fondamentalement, les profs, ils veulent tous faire du bon boulot. C'est des passionnés, ils veulent faire du bon boulot. Dernière dimension, c'est la dimension que Yves Clos appelle transpersonnelle. Le transpersonnel, c'est par exemple l'image que ce travail produit dans le grand public. Et là, on peut avoir une grande fierté parce que l'image qu'ont les parents, notamment les parents du judo, elle est très forte et c'est ça qui amène les enfants au judo. En fait. C'est-à-dire que dans plusieurs décennies, c'est construit une crédibilité du judo, une image du judo qui font que les parents amènent leurs enfants au judo. Et ça, il faut absolument le garder et il ne faut pas que ce qui se fait puisse baisser ce niveau et changer cette représentation. Donc Yves Clos nous dit aussi à un moment qu'un genre professionnel peut se perdre. C'est-à-dire qu'à force de réformer, de couper, de grignoter, etc., eh bien, tous ces savoir-faire, ils disparaissent. Donc on peut prendre l'image de Notre-Dame. Notre-Dame a brûlé et on a une chance énorme en France, c'est qu'on a encore des ouvriers qui connaissent ces métiers-là, qui savent refaire et qui peuvent reconstruire. Il y a plein de pays où ce serait impossible. Donc, ce sera la fin pour moi. Yves Clos dit il faut soigner ce métier dans tous les sens du terme. Et je pense que c'est vraiment quelque chose qu'il faut faire. Donc, il faut soigner les métiers, ça veut dire en prendre soin. Et il faut aussi les soigner parce qu'effectivement, il y a des difficultés actuellement, on le voit bien, les gens enseignent moins longtemps, il y a un turnover, mais il faut essayer de comprendre pourquoi et de voir comment on peut aider à un meilleur fonctionnement. Et ça, la piste qu'il ouvre pour ça, pour soigner le métier, c'est de le développer, pas de le renier. Voilà, je vous remercie.